Bienvenue dans le podcast enregistré dans le cadre de la Semaine Sécurité Patient organisée par le CECA, qui est la structure régionale d'appui de Nouvelle-Aquitaine. Le thème choisi aujourd'hui concerne les événements indésirables graves associés aux soins survenus dans le cadre d'une mesure de contention-isolement, un établissement spécialisé en santé mentale. L'équipe de la mission IGS du CECA accompagne depuis plus d'une dizaine d'années les soignants confrontés à des décès, des suicides ou tentatives de suicide qui sont parfois survenus dans le cadre de mesures de contention et d'isolement, un établissement de santé et un établissement spécialisé en santé mentale. Par ailleurs, le 23 mars 2022 est paru le décret de loi modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention, mise en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Ce décret est venu renforcer les dispositifs réglementaires existants. Il nous a paru important de vous présenter un des différents cas cliniques analysés par notre équipe, afin de le recontextualiser au regard des derniers changements législatifs. Ce cas clinique a été analysé selon la méthodologie alarme préconisée par l'HAS. Il s'agit d'une approche systémique, non punitive de l'erreur. Il ne s'agit pas de désigner un fautif ou un responsable. Il s'agit de rechercher les causes profondes souvent cachées derrière les causes immédiates de l'événement, afin de comprendre les mécanismes survenus de l'événement indésirable grave. Il s'agit enfin d'élaborer en équipe un plan d'action réalisable et atteignable afin de sécuriser les prises en charge. Sans oublier de prendre soin des soignants impactés, identifiés comme des deuxièmes victimes. Le IGS présenté ici s'est déroulé environ il y a 6 ans. Il s'agit d'une jeune femme de 30 ans, hospitalisée en unité d'urgence d'un établissement public de santé mentale pour motif de troubles du comportement. Lors de son admission, la patiente présente une grande anxiété et une agitation importante. Elle est examinée par un médecin psychiatre qui diagnostique la décompensation d'une schizophrénie paranoïde sur rupture de traitement. Un traitement antipsychotique et anxiolytique est initié. Le lendemain, la patiente est transférée en unité d'hospitalisation complète. Un certificat de soins psychiatriques à la demande d'un tiers est réalisé car elle refuse son hospitalisation. Un changement de traitement neuroleptique est prescrit. Lors de l'ECG, on constate un espace QT allongé. Les troubles de la déglutition sont également diagnostiqués. 3 semaines plus tard, malgré des changements de prescription de neuroleptiques, la patiente présente toujours des angoisses massives et des idées délirantes. L'équipe lui propose un placement en chambre d'isolement la nuit, car son anxiété est souvent majorée la nuit. L'état clinique ne s'améliore pourtant pas. La patiente présente même un épisode d'agressivité très important. Aucune mesure de contention physique ou mécanique n'est retrouvée dans la traçabilité. La mesure d'isolement est reconduite les jours suivants sur décision collégiale. Les traitements sont modifiés et les sédatifs sont augmentés. Le 5e jour en chambre d'isolement, les infirmières notent que la patiente conserve des angoisses massives, des idées délirantes, mais notent aussi qu'il n'y a pas d'agitation constatée. Elles notent des difficultés importantes lors de la prise de traitement par voie orale. La mesure d'isolement est maintenue. Le 6e jour, la patiente est très agitée le matin et 2 injections intramusculaires de neuroleptiques sont administrées. Une surveillance des infirmières avec un passage en chambre toutes les 2 heures est réalisée, ainsi qu'une surveillance au moment des repas. Malgré cela, la patiente est retrouvée décédée dans sa chambre vers 21 heures, 1 heure après le tour des infirmières de nuit. Une autopsie est réalisée, les résultats ne sont pas transmis à l'équipe. Les hypothèses donc de cause immédiate retenues sont une iatrogénie médicamenteuse en lien avec les effets indésirables des médicaments, avec inhalation possible du contenu gastrique ou trouble du rythme cardiaque, et une discontinuité de la surveillance en chambre d'isolement. Les facteurs contributifs liés à la pathologie psychiatrique complexe de la patiente sont retrouvés, mais aussi un espace QT long à un niveau cardiaque et des troubles de la déglutition. On trouve un défaut de transmission d'informations importantes entre professionnels concernant les troubles de la déglutition, l'agitation de la patiente le matin,
de l'événement et les thérapeutiques spécifiques administrées dans la journée, le jour de l'événement. La charge de travail importante ce jour-là et les difficultés à évaluer la gravité et la cause des troubles de la déglutition sont également des facteurs contributifs. Le suivi insuffisamment structuré des effets des médicaments indésirables est contributif, de même que l'absence de prise en compte du tracé anormal de l'électrocardiogramme. Des facteurs latents liés à l'environnement ont été retrouvés. La chambre d'isolement inadaptée au bien-être des patients et à leur surveillance. La chambre était localisée à l'extrémité du service, avec impossibilité d'entendre les appels potentiels. Il y a une absence de système d'appel par la patiente et l'équipement hôtelier est obsolète. Par ailleurs, le logiciel du dossier patient informatisé n'est pas ergonomique et ne permet pas aux soignants de réaliser la traçabilité des soins et de trouver les informations essentielles à la surveillance et la prise en charge des patients. Dans les facteurs liés à l'organisation, on constate une absence d'intégration de certaines priorités de sécurité dans l'organisation des soins. On voit ici dans ce cas que les barrières de sécurité, de prévention, de détection, de récupération ou d'atténuation n'ont pas pu être activées. Un plan d'action a été immédiatement identifié et des actions ont été mises en œuvre. Il s'agit d'évaluer régulièrement en équipe la balance bénéfice-risque des traitements psychotropes afin de pouvoir les rajuster, de contractualiser avec l'éditeur de logiciels afin de faire évoluer l'ergonomie des outils de transmission et de prescription pour sécuriser les pratiques de traçabilité. L'environnement a joué un rôle important dans cet événement indésirable grave. La relocalisation de la chambre d'isolement à une distance proche du poste de soins permettant une surveillance rapprochée a été décidée. L'équipement de la chambre d'un système d'appel téléphonique et de mobilier sécurisé est aussi une priorité afin de garantir des mesures de sécurité, mais aussi un confort minimum pour les patients. Il nous a paru important de constater qu'au regard de la nouvelle législation, des barrières de prévention auraient pu être activées, telles que la mise en œuvre des mesures de désescalade, l'utilisation d'une chambre d'apaisement et la limitation de l'isolement. En 2017, l'HAS a donné une définition de l'isolement et de la contention physique et mécanique que vous retrouverez dans ce support, ainsi que des rappels réglementaires concernant les locaux et les modalités de mise en œuvre des mesures de contention et d'isolement au vu de la dernière réglementation. Je remercie mes collègues du CECA, tous les professionnels de santé qui ont participé à l'analyse de cet événement indésirable grave et qui ont contribué à la mise en œuvre des différentes actions correctives. Merci pour votre écoute. Vous pourrez retrouver tous les outils de ce podcast sur la page d'actualité dédiée sur le site internet du CECA. Dès demain, vous pourrez écouter notre nouveau podcast consacré à la thématique des EIGS et des lèvres-personnes. Le CECA reste à votre côté. Retrouvez toutes les coordonnées de l'équipe sur notre site internet ceca.fr. Au revoir, à demain.